Dans différentes parties du monde, il existe des îles qui rompent avec l'idée que l'on se fait habituellement d'elles. Certains ne sont pas des paradis tropicaux ou des lieux touristiques, mais plutôt le théâtre de phénomènes naturels étranges, d'histoires humaines surprenantes ou de paysages formés de manière inhabituelle. Chacune de ces îles démontre comment la nature et les hommes peuvent s'adapter à des conditions extrêmes ou inattendues. Certains sont nés de changements survenus dans la mer ou sur terre, d'autres ont été transformés par des accidents historiques et d'autres encore défient tout simplement toute logique dans leur mode d'existence. Les comprendre permet de comprendre l'étendue de la diversité de la planète et comment des environnements isolés peuvent créer des situations uniques. Tout au long de cette visite, nous explorerons des îles où la vie, la géographie et l'histoire ont suivi des chemins différents de ceux habituels. Qu'est-ce qui rend ces îles si différentes et quels secrets chacune d'elles recèle-t-elle? Bienvenue à Mundar, c'est parti! Ule Mijingo, surpopulation du lac Victoria. Située dans les eaux orientales du lac Victoria, l'île Mijingo constitue l'un des exemples les plus extrêmes de forte densité de population dans un petit espace. D'une superficie de seulement 2000 mètres carrés, il abrite environ 500 personnes, formant un établissement permanent caractérisé par des constructions en tôle superposées et des rues étroites. L'importance stratégique de Mijingo réside dans l'abondance de perches du Nil, un gros poisson prédateur originaire des systèmes fluviaux africains, dans ses eaux environnantes. Cette ressource, d'une grande valeur commerciale tant au niveau local qu'international, a motivé l'installation progressive de pêcheurs, principalement originaires du Kenya et d'Ouganda, qui ont occupé l'île avec des habitations de fortune et ont développé une économie basée exclusivement sur la pêche. Les conditions de vie à Mijingo sont précaires. L'île manque de systèmes d'égouts, de distribution d'eau potable et de services médicaux permanents. L'électricité provient principalement de générateurs individuels. L'infrastructure minimale disponible comprend des petits commerces, des ateliers de réparation de réseau, des postes de police en double, un Kenyan et un Ougandais, et un hébergement de base pour les visiteurs temporaires. Depuis le milieu des années 2000, l'île fait l'objet d'un conflit territorial entre le Kenya et l'Ouganda. Les deux nations revendiquent la souveraineté sur le territoire, ce qui a conduit à la coexistence de forces de police des deux nationalités dans une petite zone, dans un climat de tension diplomatique latente. L'économie de Mijingo tourne exclusivement autour de la pêche. La capture et la commercialisation quotidienne de la perche du Nil soutiennent la communauté et génèrent une dynamique constante d'activité. Le commerce s'effectue sur l'île elle-même ou par transport vers les marchés continentaux plus grands. L'impact environnemental de l'implantation sur l'écosystème du lac est notable. La surpêche menace la durabilité des espèces locales et une mauvaise gestion des déchets pollue les eaux voisines. Ces questions ont attiré l'attention des organisations environnementales, même si les efforts de préservation sont entravés par l'absence d'une résolution formelle sur la souveraineté. La pyramide de Ball, un monolithe dans le Pacifique. Située à plus de 590 km à l'est de l'Australie, la pyramide de Ball est une pile marine qui atteint une hauteur de 561 mètres, ce qui en fait la plus haute structure rocheuse de ce type au monde. La formation est le vestige érodé d'un ancien volcan bouclier qui a émergé il y a environ 7 millions d'années. La surface de la pyramide est abrupte et pratiquement dépourvue de végétation, à l'exception de quelques corniches où survivent des espèces végétales adaptées aux conditions extrêmes. Les expéditions humaines jusqu'à son sommet ont été peu nombreuses en raison des difficultés techniques et des conditions météorologiques défavorables qui règnent dans le Pacifique. La découverte la plus importante a eu lieu en 2001, lorsque des chercheurs ont découvert une population survivante de l'insecte bâton géant.
une espèce considérée comme éteinte. Cette colonie, située dans un buisson isolé, a favorisé des programmes de conservation axés sur l'élevage en captivité et la réintroduction éventuelle dans son habitat d'origine, l'île Lord Howe. D'un point de vue géologique, la pyramide de Ball offre une étude de cas sur les processus de formation, de dégradation et d'érosion des structures volcaniques océaniques. De plus, son environnement marin, formé de récifs coralliens à sa base, abrite une biodiversité remarquable de poissons et de coraux. L'accès à la pyramide est restreint pour protéger son écosystème fragile et assurer la sécurité des visiteurs. Il fait partie du parc marin de l'île Lord Howe et est soumis à une réglementation environnementale stricte. La pyramide de Ball est un exemple exceptionnel de la résilience des formes géologiques et des espèces biologiques dans des conditions extrêmes, représentant une enclave unique pour la recherche scientifique. Île Christmas, la migration du crabe rouge. L'île Christmas, située dans l'océan Indien, à 1400 km au large des côtes australiennes, est le théâtre d'une migration animale massive menée par le crabe rouge, Gecarchoidea natalis. Chaque année, avec l'arrivée de la saison des pluies, des dizaines de millions de crabes émergent des forêts intérieures et se dirigent vers la côte pour se reproduire. Cette migration synchronisée, guidée par les phases lunaires et les marées, transforme complètement la dynamique de l'île pendant plusieurs semaines. Le processus de migration implique de traverser des routes, des sentiers et des zones urbaines. Les autorités mettent donc en place des fermetures temporaires, des ponts spéciaux et des barrières pour protéger les animaux. Cette coopération entre les humains et la faune sauvage est essentielle au succès reproducteur de l'espèce. Chaque femelle pond jusqu'à 100 000 œufs dans les eaux océaniques, contribuant ainsi au cycle écologique marin. Les larves naissent dans la mer et, après plusieurs semaines de développement, reviennent sur Terre sous forme de crabes juvéniles, complétant ainsi leur cycle de vie. L'île Christmas, d'une superficie de 135 km², a plus de 60% de sa surface protégée en tant que parc national. Cependant, elle est confrontée à d'importantes menaces écologiques, comme la prolifération de la fourmi folle jaune, une espèce invasive qui s'attaque aux crabes adultes. Des programmes de conservation et de contrôle des espèces envahissantes ont été mis en œuvre pour protéger la migration. L'événement est également devenu une attraction touristique, générant des revenus pour la communauté locale et finançant les efforts de préservation. Outre les crabes rouges, l'île abrite des espèces comme le crabe de cocotier et fait l'objet de recherches scientifiques axées sur les mécanismes de navigation des animaux. La migration des crabes rouges de l'île Christmas est un phénomène écologique unique, vital à la fois pour l'équilibre de l'écosystème de l'île et pour la conservation de son patrimoine biologique. Loy, l'île tournante de l'Argentine. Dans le delta du Paraná, une région de zones humides et de canaux située dans la province de Buenos Aires, en Argentine, se trouve une formation géographique inhabituelle connue sous le nom d'El Hoyo. C'est une île de forme circulaire presque parfaite qui tourne sur son propre axe au sein d'un lagon également circulaire. Ce phénomène, enregistré à l'aide d'images satellites depuis 2003, suscite l'intérêt des scientifiques et du grand public en raison de son caractère unique. L'île a un diamètre d'environ 120 mètres et se déplace dans un canal d'eau qui l'entoure complètement. Des images d'archives révèlent que l'œil a continuellement changé de position au fil des ans, bien qu'il conserve sa forme régulière. Cette dynamique a donné lieu à diverses hypothèses sur son origine et son fonctionnement, y compris des théories naturelles et des explications alternatives plus spéculatives. D'un point de vue géomorphologique, El Hoyo pourrait s'expliquer par l'action combinée des courants d'eau souterrains, de la sédimentation et de l'érosion différentielle. Il est proposé qu'un flux constant d'eau, lorsqu'il affecte de manière asymétrique la base de l'île flottante, génère un mouvement de rotation progressif.
Ce phénomène serait similaire à celui qui provoque la rotation des disques de glace dans les rivières d'eau froide, où le courant érode les bords des plaques de glace, leur donnant une forme et un mouvement circulaire. Eulesosha, survie et prospérité des félins au Japon. Au Japon, il existe plusieurs petites îles où les chats sont plus nombreux que les humains, formant des communautés uniques qui ont attiré l'attention internationale. Parmi eux se trouvent Aoshima dans la préfecture d'Ehime et Tashirojima dans la préfecture de Miyagi. Ces îles, connues sous le nom de Nekoshima ou Ilzosha, représentent des exemples uniques de la manière dont la relation entre les humains et les animaux peut façonner la dynamique sociale et économique d'un environnement isolé. L'origine des populations félines de ces îles remonte au milieu du XXe siècle. Dans les communautés principalement vouées à la pêche, des chats ont été introduits pour contrôler les infestations de souris qui menaçaient les navires et les réserves de soie utilisées pour fabriquer des filets de pêche. L'absence de prédateurs naturels, associée à la coutume locale de nourrir les animaux, a permis aux populations de chats de croître de façon exponentielle. Alors que les activités de pêche traditionnelles ont décliné en raison des changements économiques et démographiques, les îles ont connu un exode humain. De nombreux jeunes ont migré vers les grandes villes à la recherche de meilleures opportunités d'emploi, laissant derrière eux des communautés vieillissantes et en déclin. Les chats, en revanche, ont continué à proliférer, comblant le vide laissé par le déclin de la population humaine. Actuellement, sur des îles comme Aoshima, on estime que le nombre de chats est environ 6 fois supérieur à celui des humains. La vie quotidienne tourne autour de la présence des félins. Les quais, les rues et les maisons abandonnées sont habitées par des colonies de chats de couleurs et de tailles variées. Bien qu'il n'existe pas de programme formel de gestion de la population animale sur toutes les îles, les résidents et les bénévoles occasionnels nourrissent et fournissent des soins de base aux animaux. La survie des chats est intrinsèquement liée à la relation culturelle que les insulaires entretiennent avec eux. Dans la tradition japonaise, les chats sont considérés comme porteurs de chance et de prospérité. Cette croyance a renforcé l'attention portée par la communauté aux félins, en particulier à une époque où les autres sources de bien-être économique étaient rares. Au fil du temps, le caractère unique des îles Cat a attiré l'attention des touristes et des médias. L'arrivée de visiteurs, initialement spontanés, est devenue une source importante de revenus. Des services d'expédition, des petites boutiques de souvenirs, des cafés à thème et des hébergements rustiques ont vu le jour pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent l'expérience de vivre avec des chats dans un environnement naturel. L'augmentation du tourisme a posé de nouveaux défis. La gestion des déchets, le contrôle des maladies félines et la préservation de l'équilibre écologique sont devenus des préoccupations prioritaires. Sur certaines îles, des programmes de stérilisation ont été mis en œuvre pour contrôler la croissance de la population féline sans recourir à des réductions drastiques du nombre de chats. Des codes de conduite ont également été établis pour les visiteurs, favorisant une interaction respectueuse avec les animaux et l'environnement. Les îles sont également confrontées à une vulnérabilité inhérente au changement climatique et aux catastrophes naturelles. En 2011, le tremblement de terre et le tsunami de Tohoku ont gravement touché Tashirojima, bien que l'île se soit progressivement rétablie grâce aux efforts collaboratifs des résidents et des organisations de soutien. La reconstruction comprenait des mesures de protection pour les chats, reconnues comme partie intégrante du patrimoine vivant de la communauté. L'île de sable, le croissant des chevaux sauvages. Dans l'Atlantique Nord, à environ 260 km au sud-est de la Nouvelle-Écosse, au Canada, émerge une mince bande de sable connue sous le nom d'île de sable. Mesurant environ 40 km de long et seulement 1,5 miles de large en moyenne,
Cette île inhabitée est célèbre pour sa forme en croissant, ses bancs de brouillard persistants et sa population de chevaux sauvages dont l'existence reste une source de fascination. La formation de l'île de sable remonte aux périodes suivant la dernière période glaciaire, il y a plus de 15 000 ans. Les mouvements des calottes glaciaires et l'action des courants océaniques ont déposé des sédiments qui, combinés au processus d'accumulation et d'érosion, ont donné naissance à ce banc de sable flottant. L'île est dépourvue de formations rocheuses et sa surface est presque entièrement constituée de dunes et de prairies résistantes au vent et à la salinité. L'île de sable est un environnement extrême. Les orages sont fréquents et le brouillard peut persister pendant des jours, réduisant la visibilité à quelques mètres. Ces conditions, combinées aux courants dangereux de la région, ont causé des centaines de naufrages au cours de l'histoire, ce qui lui a valu le surnom de « cimetière de l'Atlantique ». On estime que plus de 350 navires se sont échoués sur ces côtes. La population la plus emblématique de l'île de sable est son troupeau de chevaux sauvages. Ces animaux, isolés du continent, ont développé une vie totalement indépendante de l'intervention humaine. La théorie la plus largement acceptée sur leur origine soutient qu'ils ont été introduits au XVIIIe siècle, peut-être par des colons européens ou dans le cadre d'une tentative ratée d'établir une colonie permanente. Une autre hypothèse suggère que certains chevaux seraient arrivés après des naufrages. Les chevaux de l'île de sable sont adaptés aux conditions environnementales difficiles. Leur régime alimentaire est principalement composé d'herbes indigènes et d'arbustes robustes, parfois complétés par des algues échouées sur le rivage. Ils manquent d'abri naturel contre les éléments, ce qui influence leur résistance physique et leur comportement social. En 1960, le gouvernement canadien a déclaré que les chevaux de l'île de sable étaient une population protégée. Son transfert, sa domestication ou toute forme d'intervention humaine directe sont interdits. Cette protection juridique garantit que les chevaux continuent de vivre à l'état sauvage, permettant aux scientifiques d'étudier les processus naturels de sélection et d'adaptation dans un environnement relativement fermé. L'écosystème de l'île est fragile. La végétation joue un rôle essentiel dans la stabilisation des dunes et la prévention de l'érosion côtière. L'activité de pâturage et de vagabondage des chevaux sur l'île a un impact mesuré qui n'a pas encore mis en péril la stabilité écologique, bien qu'elle reste sous surveillance constante. L'île de sable abrite également une biodiversité remarquable. Il abrite des espèces d'oiseaux migrateurs, des phoques gris et diverses plantes adaptées aux sols sablonneux pauvres en nutriments. Une partie de la zone est désignée comme réserve naturelle, gérée par Parcs Canada, qui restreint l'accès et limite les activités humaines à des fins scientifiques et de conservation. L'accès à l'île est strictement réglementé. Seuls les chercheurs autorisés, le personnel des parcs nationaux et certaines expéditions spécifiques sont autorisés à débarquer, sous réserve d'une autorisation gouvernementale. Il n'y a pas d'infrastructure touristique permanente ni de services publics, préservant ainsi le caractère inaltéré de l'environnement. Malgré son isolement, l'île de sable occupe une place unique dans l'imaginaire canadien. Il a fait l'objet de recherches biologiques, de documentaires et de productions littéraires. L'image de chevaux sauvages courant à travers les dunes sous un ciel nuageux représente l'une des cartes postales naturelles les plus évocatrices de l'Atlantique Nord. L'existence continue de l'île de sable et de sa faune indigène dépend de la stabilité de son environnement naturel. Le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer et les modifications des courants océaniques constituent des menaces potentielles à long terme. L'île constitue donc un précieux laboratoire naturel pour étudier la résilience des écosystèmes côtiers dans des conditions extrêmes. Terre des 7 couleurs. Un phénomène géologique à l'île Maurice. Au sud-ouest de l'île Maurice, dans la région de Chamarel, se trouve une étendue de dunes qui, à première vue, offre un spectacle naturel aux couleurs intenses et variées. Connue sous le nom de Terre des 7 couleurs,
Cette formation géologique représente l'un des phénomènes les plus uniques de la planète en raison de sa combinaison unique de teintes rouges, brunes, violettes, bleues, vertes, jaunes et oranges. L'origine de ce motif de couleur réside dans le passé volcanique de l'île Maurice. Il y a environ 2 millions d'années, des éruptions volcaniques ont déposé de grandes quantités de lave basaltique à la surface. Au fil du temps, l'exposition au climat tropical et aux processus d'altération ont provoqué la décomposition du basalte en minéraux argileux. Les principaux minéraux responsables des couleurs sont les oxydes de fer et d'aluminium. L'oxyde de fer produit des teintes rouges et brunes, tandis que l'oxyde d'aluminium produit des teintes bleuâtres et violettes. La séparation naturelle de ces minéraux, due aux différences de densité et de granulométrie, génère des bandes de couleurs bien définies qui persistent même après de fortes pluies. Une caractéristique notable de la Terre aux 7 couleurs est sa capacité à éviter de mélanger les couleurs. Bien que les dunes soient constituées de sols meubles, chaque nuance a tendance à rester séparée des autres. Ce phénomène a été étudié par des géologues et des climatologues qui pensent que la combinaison de la composition minérale et de facteurs climatiques spécifiques est responsable de cette stabilité chromatique. La superficie de la Terre des 7 couleurs n'est pas grande, couvrant environ 7500 mètres carrés. Malgré sa petite taille, il est devenu l'une des principales attractions touristiques de l'île Maurice. La zone est protégée et clôturée pour éviter l'érosion causée par le trafic humain. Des sentiers et des plateformes d'observation ont été créés pour permettre d'apprécier le phénomène sans endommager le sol fragile. Une visite au pays des 7 couleurs comprend souvent une promenade dans les forêts environnantes et une visite des cascades voisines, comme la cascade de Chamarel, qui descend d'une hauteur de près de 100 mètres. L'intégration des attractions géologiques à l'environnement naturel a permis le développement d'activités écotouristiques durables dans la région. En plus de sa valeur paysagère, la région de Chamarel a une valeur éducative. Différents programmes d'interprétation environnementale expliquent les processus géologiques impliqués dans la formation de la Terre aux 7 couleurs. Ces efforts visent à sensibiliser à l'importance de conserver des sites géologiques uniques et à comprendre les phénomènes naturels qui façonnent la planète. Huile de Gaiola. L'ombre de la malédiction en Italie. Au large de Naples, dans la mer Tyrrhénienne, se trouvent 2 petits îlots rocheux reliés par un mince pont de pierre. Ce groupe, connu sous le nom d'île Gaiola, se distingue non seulement par sa beauté pittoresque, mais aussi par la réputation de malchance qui a accompagné ses propriétaires successifs tout au long du XXe siècle. L'île principale abrite une villa de style classique construite au XIXe siècle. À l'origine, le bâtiment servait de résidence privée, puis de centre d'activité maritime. L'architecture simple de la maison contraste avec son emplacement accidenté sur des rochers escarpés et des eaux profondes, caractéristiques qui accentuent son aura d'isolement et de mystère. Le début de la sombre renommée de l'île de Gaiola est associé à une série de tragédies qui ont affecté ses propriétaires. Au cours de la première moitié du siècle dernier, plusieurs propriétaires sont décédés dans des circonstances inattendues, peu de temps après avoir acquis la propriété. Il s'agit notamment de décès dus à des crises cardiaques, à des suicides et à des accidents mortels, documentés par les registres locaux et les articles de presse de l'époque. L'un des cas les plus connus est celui de l'homme d'affaires Otto Grünbach, qui a subi une crise cardiaque mortelle sur l'île. Plus tard, un riche héritier industriel italien s'est retrouvé ruiné financièrement après avoir acheté la propriété. L'écrivain Maurice Yves Sandoz, également propriétaire temporaire, a terminé ses jours dans un hôpital psychiatrique. La succession d'événements malheureux
a renforcé la perception populaire selon laquelle l'île était maudite. L'explication de ces événements a été attribuée par certains à de simples coïncidences et par d'autres à des facteurs psychologiques et environnementaux. L'isolement de l'île, son accès difficile et son sentiment de vulnérabilité aux forces naturelles ont peut-être contribué à la détérioration de l'humeur de ses habitants. Le manque de services publics et l'exposition constante aux conditions météorologiques défavorables ont ajouté du stress à la vie quotidienne sur l'île. Géographiquement, l'île de Gayola est située sur une bande côtière instable, sujette aux mouvements sismiques. Le risque géologique de la région, lié à l'activité volcanique dans la zone des champs flégréens, renforce la perception d'un environnement inhospitalier et imprévisible. Aujourd'hui, la ville est abandonnée et en ruine, avec des structures détériorées par le temps et le salpêtre. Les autorités locales ont déclaré la zone partie du parc sous-marin de Gayola, une réserve naturelle dédiée à la protection de la biodiversité marine et côtière. L'accès à l'île est restreint, n'autorisant que des visites contrôlées pour des activités éducatives et de recherche scientifique. Le parc sous-marin de Gayola couvre environ 42 hectares d'eau côtière riche en flore et faune marine. Il comprend également des vestiges archéologiques sous-marins, des vestiges de villas romaines et d'autres structures anciennes qui témoignent de l'occupation historique de la région. Ces éléments contribuent à renforcer l'importance culturelle et écologique de la zone. La transformation de l'île de Gayola en zone protégée répond à la nécessité de conserver son patrimoine naturel et d'inverser la dégradation causée par la négligence et l'utilisation irresponsable au cours des dernières décennies. Les programmes de restauration de l'environnement comprennent la surveillance des espèces marines, le nettoyage des fonds marins et l'éducation environnementale des visiteurs. Malgré son passé tragique, l'île représente aujourd'hui un exemple de la manière dont les espaces associés aux récits de peur peuvent être redéfinis grâce à des projets de conservation. L'île de Gayola est passée du statut de lieu de malchance à celui de site de valeur écologique et culturelle reconnu dans la région méditerranéenne. Volcan Taal, le lac dans le lac. Dans l'archipel des Philippines, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Manille, se trouve le volcan Taal, l'une des structures géologiques les plus complexes et uniques de la planète. Ce système volcanique actif se caractérise par la présence d'une île au sein d'un lac qui, à son tour, contient un cratère avec un autre petit lac à l'intérieur. Cette configuration géographique unique a fait de Taal un objet d'intérêt scientifique et touristique. Le lac Taal, qui entoure le volcan, s'est formé après une série d'éruptions catastrophiques il y a entre 100 000 et 500 000 ans. Ces éruptions ont provoqué l'effondrement d'une caldeira volcanique massive qui s'est ensuite remplie d'eau provenant des précipitations et de sources souterraines. Au sein de ce lac, de nouvelles structures volcaniques ont émergé, la plus importante étant l'île Volcan. Le cratère principal de l'île Volcano contient le lac Crater, connu pour ses eaux vertes et sa forte acidité. Cette concentration d'acides minéraux provient de l'activité hydrothermale continue sous la surface, générant des émissions de gaz tels que le dioxyde de soufre et le dioxyde de carbone. Le Taal est considéré comme le deuxième volcan le plus actif des Philippines, avec plus de 30 éruptions enregistrées depuis le XVIe siècle. Les éruptions historiques ont varié en intensité, allant d'explosions phréatiques modérées à des événements magmatiques hautement destructeurs. L'éruption de 1911, l'une des plus dévastatrices, a tué plus d'1 millier de personnes et a modifié de façon permanente le paysage environnant. En janvier 2020, le volcan Taal est entré à nouveau en éruption après plusieurs décennies de calme relatif. L'activité volcanique a provoqué des émissions de cendres qui ont recouvert de vastes zones de Luzon, perturbant le trafic aérien
et forçant l'évacuation de milliers d'habitants. La chaleur libérée lors de l'événement a évaporé une grande partie de l'eau du lac Crater, exposant des fissures et des sédiments au fond. L'éruption de 2020 a mis en évidence le danger que représente le Taal en raison de sa situation dans une région densément peuplée. Malgré son apparence sereine, le volcan présente des risques importants en raison de la possibilité d'éruptions phréato-magmatiques soudaines, de coulées pyroclastiques et de la génération de tsunamis lacustres. La surveillance volcanique dans la région est effectuée par l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie, qui maintient un système de surveillance constante utilisant des stations sismiques, des capteurs de déformation du sol et une analyse géochimique des gaz volcaniques. Ces mesures permettent d'émettre des alertes précoces pour atténuer les effets de futurs événements éruptifs. L'écosystème du lac Taal présente également des caractéristiques uniques. Il abrite des espèces endémiques telles que le poisson tawilis, le seul hareng d'eau douce connu, et certaines populations de serpents de mer qui se sont adaptées aux conditions du lac. La biodiversité du lac est menacée à la fois par l'activité volcanique et par la pression anthropique de la pêche et du tourisme. Avant l'éruption de 2020, l'île du volcan était une destination populaire pour les excursions touristiques. Les visiteurs ont fait une randonnée jusqu'au bord du cratère pour observer le lac Crater et ses fumerolles actives. L'accès est actuellement restreint en raison des risques persistants d'activité volcanique. Le volcan Taal, avec sa structure de lac dans un lac et son histoire éruptive, est un exemple paradigmatique des processus dynamiques qui façonnent les paysages volcaniques actifs. Sa surveillance continue et sa gestion appropriée des risques sont essentielles pour protéger les communautés environnantes et préserver l'un des phénomènes géographiques les plus remarquables d'Asie du Sud-Est. Îles flottantes des Maldives, l'héritage des atolls coralliens. L'archipel des Maldives, situé dans l'océan Indien, est connu pour ses eaux turquoises et ses plages de sable blanc. Cependant, la caractéristique la plus unique de ces îles est leur origine géologique. À première vue, de nombreuses petites îles semblent flotter sur la mer, un effet d'optique dérivé de leur formation à partir d'atolls coralliens. Les Maldives sont constituées de 26 atolls naturels regroupant plus de 1200 îles. La plupart de ces masses terrestres sont apparues à la suite d'une activité volcanique sous-marine. Il y a environ 60 millions d'années, des mouvements tectoniques ont provoqué l'apparition de volcans qui, lorsqu'ils entraient en éruption, s'élevaient au-dessus de la surface de l'océan. Au fil du temps, ces volcans se sont éteints et ont commencé à s'enfoncer en raison du refroidissement de la croûte océanique. Au cours de ce processus, des colonies de corail se sont établies sur ces flancs submergés. Les récifs coralliens se sont développés verticalement, compensant l'affaissement volcanique et formant des structures circulaires ou semi-elliptiques appelées atolls. Chaque île des Maldives est essentiellement la partie émergée d'un récif corallien. L'accumulation de fragments de corail, de sable et d'autres sédiments marins a donné naissance aux surfaces terrestres actuelles. Cette dynamique explique pourquoi les îles ont une altitude moyenne d'à peine 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, accentuant la sensation visuelle qu'elles flottent sur l'eau. D'un point de vue écologique, les atolls maldiviens représentent des écosystèmes hautement productifs. Les récifs coralliens abritent une riche biodiversité marine, notamment des poissons, des mollusques, des crustacés et des espèces de tortues marines. La relation entre les coraux et les îles est vitale. Les récifs protègent les côtes de l'érosion et agissent comme des barrières naturelles contre les ondes de tempête. L'équilibre fragile entre récifs et îles est menacé par plusieurs facteurs. Le changement climatique a provoqué une élévation du niveau de la mer et une augmentation de la température des océans, facteurs qui conduisent au blanchissement des coraux. L'acidification des océans compromet également la capacité des coraux à former leur structure calcaire. En réponse à ces menaces, le gouvernement maldivien a mis en œuvre des initiatives de conservation marine, des aires marines protégées, des programmes de restauration des récifs et des projets de durabilité du tourisme
ont été mises en place pour équilibrer le développement économique et la préservation de l'environnement. L'architecture traditionnelle des Maldives reflète également l'adaptation à l'environnement. Les bâtiments sont construits à partir de matériaux locaux tels que le corail mort, actuellement interdit, le bois de cocotier et les feuilles de palmier. L'urbanisme contemporain intègre des stratégies de résilience climatique, notamment la conception d'îles artificielles surélevées et la réhabilitation des plages par le biais de projets de récupération de sable. L'un des projets les plus remarquables à cet égard est Ulhumale, une île artificielle construite pour offrir un espace urbain sûr face à la montée du niveau de la mer. Bien qu'elles ne reproduisent pas l'effet optique flottant des îles naturelles, ces initiatives représentent des tentatives d'adaptation aux défis futurs. La perception des îles flottantes dans l'océan contribue à l'attrait touristique des Maldives. Mais au-delà de l'aspect esthétique, cette particularité révèle un processus géologique et écologique complexe qui soutient la vie humaine et marine dans l'archipel. Il est essentiel de comprendre la formation des îles Maldives et les facteurs qui menacent leur stabilité pour assurer leur préservation. Les îles, bien qu'elles puissent paraître légères sur la mer, sont intrinsèquement liées à un environnement naturel délicat qui nécessite des efforts constants de protection et de restauration. L'île de Monuriki, l'icône perdue des Fidji. À l'ouest de l'île principale de Viti Levu, dans l'archipel des Fidji, se trouve Monuriki, une petite masse continentale entourée de récifs coralliens et d'eau turquoise profonde. Bien qu'inhabitée, Monuriki a acquis une notoriété internationale, après avoir été utilisé comme lieu principal du film « Seul au monde » de 2000 avec Tom Hanks. Monuriki appartient au groupe d'îles Mamanuca et couvre une superficie d'environ 0,4 km². L'île est constituée d'anciennes formations volcaniques et présente une topographie irrégulière caractérisée par des plages de sable blanc, des pentes rocheuses et une végétation dense qui comprend des espèces endémiques. Malgré sa petite taille, Monuriki abrite une biodiversité remarquable. L'île est l'habitat naturel de l'iguane à crête des Fidji, une espèce en voie de disparition. La présence de cette espèce a suscité des initiatives de conservation visant à contrôler l'introduction d'espèces envahissantes telles que les rats et les chèvres qui affectent négativement l'écosystème de l'île. Le tournage de Seul au monde a généré une augmentation significative de l'intérêt touristique pour Monuriki et les îles environnantes. Des visites organisées permettent aux visiteurs de visiter l'île, de faire de la plongée avec tuba dans les récifs voisins et de visiter des sites de production cinématographique. Malgré l'attrait touristique, les autorités locales ont mis en place des mesures pour limiter l'impact environnemental des visites. Monuriki ne dispose pas d'infrastructures permanentes. Il n'y a pas de bâtiments, de routes ou d'installations de services, ce qui contribue à préserver son état naturel. Les visites sont courtes et réglementées dans le cadre de programmes de tourisme durable qui incluent une éducation environnementale sur l'importance de la conservation des écosystèmes insulaires. L'île fait partie de la zone de conservation de Mamanuca, un effort conjoint des communautés locales, des organisations non gouvernementales et du gouvernement fidjien. Ces programmes visent à restaurer les habitats dégradés, à réintroduire les espèces indigènes et à éradiquer les espèces envahissantes, renforçant ainsi la résilience des écosystèmes face au changement climatique. L'environnement marin entourant Monuriki est tout aussi pertinent. Les récifs coralliens adjacents abritent une grande variété d'espèces de poissons, d'invertébrés et de coraux. Ces écosystèmes coralliens jouent un rôle essentiel dans la protection côtière, la production halieutique et le maintien de la biodiversité marine régionale. D'un point de vue géologique, Monuriki est un exemple de petites îles volcaniques qui ont émergé dans le Pacifique Sud à la suite de l'activité tectonique sur la plaque indo-australienne. L'interaction des processus d'érosion, de sédimentation et de formation de coraux a façonné son profil actuel. Les conditions climatiques de l'île sont influencées par un climat marin tropical, caractérisé par des températures chaudes toute l'année et une saison des pluies
qui s'étend de novembre à avril. Ces facteurs climatiques déterminent les cycles de reproduction des espèces indigènes et affectent la dynamique des récifs coralliens. La popularité de Monuriki a mis en évidence l'importance d'équilibrer la promotion du tourisme avec la conservation de l'environnement. L'expérience de cette petite île démontre comment un espace naturel peut acquérir une importance mondiale grâce à son inclusion dans la culture populaire, mais elle souligne également la nécessité de gérer soigneusement son utilisation pour éviter sa dégradation. Monuriki, au-delà de sa renommée cinématographique, constitue un refuge de biodiversité et un témoignage vivant de l'interaction complexe entre la géologie, les facteurs biotiques et l'activité humaine dans les îles du Pacifique Sud. Runit Island, l'héritage radioactif du Pacifique. Sur l'atoll d'Enewetak, une partie des îles Marshall dans l'océan Pacifique, se trouve l'île Runit, un petit morceau de terre qui abrite aujourd'hui l'une des structures les plus controversées de l'héritage nucléaire du XXe siècle, le dôme Runit. Ce dôme en béton, également connu sous le nom de le tombeau, contient des déchets radioactifs provenant des essais nucléaires menés par les États-Unis entre 1946 et 1958. Durant cette période, l'atoll d'Enewetak était l'un des principaux sites d'essais pour le développement d'armes nucléaires. Plus de 40 essais ont été réalisés, notamment des détonations aériennes, sous-marines et de surface. Ces explosions ont radicalement modifié l'environnement local, dispersant des matières radioactives dans le sol, l'eau et l'atmosphère. Après la fin des tests, le gouvernement américain a entamé un processus de nettoyage dans les années 1970. Le projet impliquait la collecte d'environ 80 000 mètres cubes de sol contaminé et de déchets radioactifs. Ce matériau a été déposé dans un cratère laissé par la détonation d'une bombe nucléaire sur l'île Runit, qui a ensuite été scellé avec un dôme en béton de 45 cm d'épaisseur. La structure Runit Dome a été conçue comme une solution temporaire. Il n'était pas renforcé pour résister aux changements climatiques extrêmes, ni suffisamment imperméabilisé pour empêcher les infiltrations d'eau. Des études ultérieures ont révélé que le sous-sol sous le dôme était déjà fracturé avant la construction, permettant à l'eau de mer d'entrer et de sortir, créant un risque potentiel de libération de matières radioactives dans l'écosystème environnant. Malgré les avertissements de la communauté scientifique, aucun travail significatif de renforcement structurel n'a été réalisé. Le gouvernement américain, après avoir achevé le processus de nettoyage, a transféré l'administration de la zone au gouvernement des îles Marshall en 1986 par le biais de l'accord de libre association. Depuis lors, la responsabilité de la surveillance et de la maintenance incombe à une nation disposant de ressources limitées pour faire face à un problème d'une telle ampleur. La pyramide de Ball, les secrets d'une tour marine. Dans l'océan Pacifique, à environ 600 km à l'est de l'Australie, se dresse la pyramide de Ball, une structure rocheuse qui surgit brusquement de la mer. Cette formation, vestige d'un ancien volcan bouclier, atteint une altitude de 561 mètres, ce qui en fait de la plus haute cheminée marine du monde. La pyramide de Ball est le vestige d'une activité volcanique qui s'est produite il y a environ 7 millions d'années. L'érosion causée par l'action constante des vagues et du vent a réduit l'ancien cône volcanique à son noyau le plus résistant, une structure de basalte durci qui défie aujourd'hui la force de la mer ouverte. La surface de la pyramide est principalement abrupte, avec des parois verticales qui rendent difficile la colonisation par la flore et la faune. Cependant, sur les quelques corniches et crevasses où s'accumule un peu de substrat, certaines espèces de plantes résistantes à la salinité et des oiseaux marins prospèrent, utilisant les corniches pour nicher. L'une des découvertes biologiques les plus importantes de la pyramide de Ball a eu lieu en 2001.
les chercheurs ont découvert une petite population d'insectes bâtons géants, une espèce que l'on croyait éteinte depuis le milieu du XXe siècle. Ces insectes, également connus sous le nom de homards saucisses, en raison de leur forme cylindrique et de leur grande taille, ont survécu cachés dans un buisson isolé, à 100 mètres d'altitude. Aujourd'hui, les efforts de recherche et de conservation autour de la pyramide de Ball se concentrent sur la préservation de son intégrité écologique et géologique face au changement environnemental mondial. Cette formation reste un témoignage vivant des processus naturels qui façonnent les structures océaniques et un refuge unique pour les espèces qui ont réussi à survivre dans des conditions extrêmes. À travers ces îles, nous avons vu comment la nature et les hommes créent des lieux uniques au monde. Chaque territoire présenté recèle une histoire différente, marquée par des phénomènes étranges, des adaptations inattendues ou des événements qui ont rompu avec la norme. Ces espaces, isolés ou transformés, continuent de démontrer comment la vie et l'environnement peuvent emprunter des chemins surprenants.